le thème de la semaine de l'inclusion financière a été particulièrement centré sur la finance digitale, puisque nous nous sommes rendus compte qu'après presque 50 ans d'un système bancaire, nous n'arrivons pas encore à dépasser 20% de taux de bancarisation strict. L'avènement de la microfinance et plus particulièrement l'avènement de la monnaie électronique nous a amené à 75% de taux d'utilisation des services financiers. C'est dire que la Banque centrale est convaincue que l'avenir de l'inclusion financière est au niveau de la finance digitale. Mais pas la finance digitale une fin en soi, non. Dans le cadre de partenariat avec l'écosystème qui était déjà là. La Banque centrale s'est fixé un objectif d'atteindre 75%. Le Sénégal l'a déjà atteint, donc ça veut dire qu'au Sénégal, nous allons être encore plus ambitieux, donc à l'horizon 2020. Le développement de la technologie à travers le téléphone et l'Internet offre des perspectives prometteuses. Mais des défis sont là et il est heureux de constater que durant cette journée, vous allez échanger ensemble sur ces défis, puisque le groupe de travail a comme mission principale de promouvoir et lever les barrières au développement de l'écosystème de la finance digitale. Nous restons convaincus qu'avec l'appui que vous nous donnez à travers le programme Mobile Money for the Poor, nous pourrons donc saisir les opportunités et relever les défis pour faire de la banque à distance sur le marché de l'IMOA au Sénégal en particulier un marché prometteur. Est-il nécessaire de le rappeler, l'objectif du programme est de faciliter la mise en place de conditions qui permettent à un grand nombre d'acteurs d'offrir des services appropriés dans les zones les plus reculées. Je le disais tout à l'heure à Madame la coordonnatrice régionale, je le disais hier aussi, les riches n'ont pas besoin d'être inclus. La classe moyenne a des capacités d'arbitrage en matière d'inclusion financière. Par contre, la classe défavorisée a besoin d'éducation financière, a besoin d'accompagnement pour être incluse, puisqu'elle n'est pas encore convaincue qu'à ça lui sert. Il y a une barrière psychologique, et cette barrière psychologique, nous espérons, à travers le groupe de travail, que vous saisirez l'opportunité aujourd'hui que cette population s'est appropriée le téléphone portable et l'Internet. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas s'approprier l'inclusion financière à travers ces instruments-là. Ce cadre de dialogue qui existe depuis 2015 et d'échange entre les parties prenantes est un cadre fécond et nous vous remercions particulièrement pour tout ce qui a été fait depuis lors pour continuer la réflexion. Il faut le dire, mesdames et messieurs, l'avènement de la digitalisation a entraîné de nombreuses mutations dans l'écosystème financier au niveau de l'UEMOA, avec l'émergence d'acteurs non bancaires, notamment les émetteurs de monnaie électronique et les fintech. Comme vous le savez, les banques centrales sont très conservatrices. Cette éclosion nous a fait peur dans un premier temps, puisque ne maîtrisant pas les risques, n'étant pas capables de suivre le rythme de l'innovation, nous avons toujours tendance à dire où se trouve le risque, où se trouvent les problèmes, parce que notre objectif principal, c'est la stabilité financière et aussi la protection des déposants. Alors, ça nous a amené à élaborer un plan d'action pour le développement du mobile banking et à adopter une stratégie régionale d'inclusion financière depuis 2016. Nous ne sommes pas en reste, c'est vrai que l'innovation est là, mais la Banque centrale, comme toute banque centrale, quand elle se met en marche, elle va très vite. Nous avons deux principaux projets qu'il me plaît de rappeler. D'abord, l'interopérabilité des services financiers, c'est essentiel. Il faut que cette interopérabilité se fasse et le plus rapidement possible. Mais également et surtout l'accès des institutions de microfinance au système de paiement de l'UEMOA, puisqu'il y a une seule microfinance qui a plus de comptes bancaires que l'ensemble des banques de la place. Il n'y a pas de raison donc que la microfinance ne puisse pas bénéficier des systèmes de paiement. Et nous avons été accompagnés dans ce cadre par la Banque africaine de développement. Les institutions sont déjà choisies, nous passons à la phase active actuellement. Nous espérons qu'à travers donc, ces infrastructures, les échanges de compte à compte seront facilités, mais surtout que les coûts d'approche seront particulièrement
amoindrie pour la microfinance. À côté de ces deux principales initiatives, il me plaît de rappeler les initiatives que nous avions prises et qui ont permis de renforcer l'impact des services financiers numériques. Je citerai la supervision des activités et des acteurs. Nous vous demandons votre indulgence, vous n'y êtes pas habitués, mais nous allons superviser. Et quelques établissements de monnaie électronique l'ont appris à leurs dépens. Lorsque la Banque centrale est arrivée, en repartant, elles se sont demandé, mais est-ce qu'elles avaient un business plan? Est-ce qu'elles avaient un plan de continuité? Est-ce qu'elles avaient un système informatique? L'avantage, c'est que lorsque la commission bancaire quitte l'institution, elle vous laisse avec suffisamment de recommandations pour vous amener au standard. Et les saluer en particulier parce que dès qu'on a fini cette mission, nous avons senti une volonté de s'approprier tout ce que nous avons eu à leur faire comme recommandation. Nous avons également tout fait pour que le cadre réglementaire soit adapté à l'environnement, parce qu'il faut préserver la stabilité financière. Bien vrai que les sommes en cause ne sont pas systémiques dans notre entendement, en termes de valeur, mais en termes de population, c'est systémique. Les millions de personnes qui gardent leur épargne quelque part dans la microfinance ou au niveau du mobile banking, ces millions de personnes, 10 000 francs, c'est quelque chose pour eux. Donc nous raisonnons stabilité financière non pas en termes systémiques, mais en termes d'impact social. Et donc il était important qu'il y ait un cadre réglementaire et qui est adapté au fur et à mesure aux évolutions. Nous avons également, et nous continuons d'attacher une importance toute particulière à la maîtrise des risques. Nul n'est invulnérable, nous en sommes convaincus. Mais il faut se donner les moyens d'assurer la sécurité des transactions, de protéger les données des clients, de lutter contre la cybercriminalité et surtout également d'éviter que la finance digitale puisse être le lieu de développement du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. La Banque centrale y attache une importance toute particulière et veille en tout cas dans l'instruction des dossiers et dans les relations avec les assujettis à ce que ces risques soient maîtrisés. Et j'espère qu'au cours de vos débats, j'échangerai là-dessus puisque l'écosystème se développe très rapidement et il faut s'assurer que la sécurité y est. Mesdames et messieurs, je terminerai sur ce point par la réduction des transactions et des coûts. Nous avons au niveau du système bancaire une approche qui a consisté à lister un certain nombre de services bancaires gratuits. Pablo Fall, qui représente l'Association des consommateurs et qui est membre du Conseil national du crédit, ne cesse de le dire. Les services numériques, la finance digitale a une tarification qui n'est pas encore socialement responsable. C'est peut-être une naissance et avec des coûts d'amortissement. Mais il faut attacher un accent particulier à la réduction des coûts. Ce que j'ai l'habitude de dire aux banquiers et à la microfinance, ne permettez pas à la Banque centrale de s'immiscer dans vos coûts. Et pour cela, faites de sorte qu'elle trouve les coûts socialement responsables et adaptés aux services que vous rendez. Sinon, elle décidera d'administrer les coûts et ce n'est pas souvent que c'est accueilli de bon cœur. Mesdames et messieurs, les thématiques qui seront abordées au cours de cette journée revêtent un grand intérêt pour l'ensemble des acteurs. Elles nous permettront de faire l'état des lieux de la finance digitale, d'identifier les défis à l'épargne et à l'offre de crédits digitaux, mais également de déterminer les perspectives qui s'offrent à la finance digitale dans le domaine de la finance islamique. Bien vrai que les crédits digitaux restent encore une approche que la Banque centrale regarde avec intérêt. Nous vous demandons de privilégier dans la mesure du possible les partenariats avec les institutions qui sont déjà autorisées à faire du crédit. Ça permettra de débloquer, puisque la complémentarité est préférable à une course à la concurrence. Et la Banque centrale sera particulièrement vigilante relativement aux initiatives qui seront données. Sur la finance islamique, Madame, je me félicite de l'annonce que vous venez de faire. Vous dire que la Banque centrale a engagé durant les années 2016-2017
des réflexions profondes pour donner également une finance alternative. Une finance alternative, c'était d'abord la microfinance. Ensuite, la finance digitale. Nous pensons que, raisonnablement, il faut également donner la possibilité à ceux qui souhaitent faire de la finance islamique de trouver une alternative et d'arbitrer entre ces différents volets. Les textes réglementaires sont prêts. Nous attendons les acteurs et les initiatives.